c'est à vous de poser 3 questions au professeur Sahel. Voilà, donc je suis très content de retrouver le professeur Sahel. Je voudrais lui poser 3 questions, parce qu'en fait, il ne faut jamais oublier que derrière des innovations, il y a des innovateurs. Il y a des gens qui vont sortir des codes, qui vont prendre des risques, sortir de leur statut, prendre des engagements, et ça n'est pas facile, notamment dans un secteur aussi régulé qu'est celui de la médecine. Alors, je vais rester sur quelque chose de très classique, hein, très philosophique, d'où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous, hein, donc hier, aujourd'hui, demain. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça a démarré, cette ambition, l'Institut de la Vision, le flash créatif, ce qui vous a motivé au départ et quand? C'est difficile de répondre comme s'il y avait un instant créatif, parce qu'au départ, c'était vraiment la prise en charge d'un groupe de pathologies très particulières qui sont des maladies génétiques, les rétinopathies pigmentaires. Et il y a une trentaine d'années, et malheureusement encore aujourd'hui dans beaucoup de cas, il n'y avait absolument aucune possibilité thérapeutique. Donc le travail du médecin, c'était essentiellement d'annoncer les mauvaises nouvelles. Et malheureusement aussi souvent de s'arrêter là et de dire aux gens allez voir l'association Valentin Rouy ou dans différents sites, allez voir la Fédération des aveugles pour essayer d'être pris en charge. Alors c'était complètement déplacé parce que dans la plupart des cas, les gens étaient encore, les enfants souvent, capables de se débrouiller et de voir, et beaucoup ont gardé leur vision toute leur vie. Mais c'était surtout très court en termes de métier, mais de médecin, puisque un médecin ne doit pas se résigner à annoncer des mauvaises nouvelles. Donc, dans un premier temps, j'ai eu une idée de recherche qui continue aujourd'hui, qui, 20 ans après, est toujours en train d'avancer. Et à partir de celle-là, un laboratoire s'est créé, un petit laboratoire, puis progressivement, le laboratoire a eu quelques succès. Et je me suis rendu compte qu'il fallait faire plus que cela, qu'il fallait construire une chaîne autour du patient, non pas pour l'attacher, mais au contraire pour essayer d'aider à se libérer de ce qui peut l'entraver. Et cette chaîne, c'est d'associer les différents acteurs. Donc le patient lui-même qui doit rester au centre, et on y reviendra je pense toute la journée, mais bien sûr le médecin qui doit être capable de traduire ces questions en questions scientifiques, ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine translationnelle, c'est-à-dire en fait la médecine traductionnelle. Il faut traduire les questions, trouver les scientifiques du meilleur niveau possible qui acceptent de s'approprier ces questions et de les résoudre au moins en partie. Se rappeler cependant qu'on est dans une approche réductionniste, c'est-à-dire que plus on veut aborder une question, plus on est obligé de la parcelliser, et donc de risque de perdre la vision globale de l'individu. Donc à tout moment, essayer de ramener cela à la dimension médicale, à la dimension humaine de ce que ça peut représenter. Et il n'y a pas d'innovation et de découverte, et vous l'avez montré très bien, sans qu'à un moment donné, les industriels interviennent. Et plus tôt les industriels sont associés à la prise en charge, et pas seulement au moment du marketing, mais vraiment au stade le plus précoce possible, plus il devient envisageable de développer quelque chose qui va arriver jusqu'au patient. J'ai eu la chance, et quelqu'un qui est là dans la salle aujourd'hui, qu'on entendra tout à l'heure, Bernard Gilly m'a beaucoup aidé dans cela, mais beaucoup d'autres industriels aussi, de pouvoir arriver à trouver un relais. On va le voir sur l'optique avec Essilor, on va voir dans beaucoup de domaines, la possibilité de construire quelque chose qui soit vraiment un ensemble de compétences qu'on appelle aujourd'hui un cluster, mais un cluster, c'est comme si les gens s'étaient retrouvés par hasard au même endroit, comme si on les avait agrégés passivement. C'est plutôt qu'il faut que les personnes aient envie de travailler ensemble, et c'est peut-être l'essentiel. Alors, oui, l'Institut, donc, on l'a vu grandir. Est-ce que vous, il y a 2-3 étapes qui ont fait que ça a changé de dimension ou de perspective? Et aujourd'hui, quelles sont les grandes bonnes nouvelles au niveau de l'Institut qui vous donnent espoir, au niveau des accords, au niveau de l'expansion, pour voir un petit peu ces étapes clés? Alors l'étape qui se renouvelle sans cesse, c'est le moment où des scientifiques acceptent de nous rejoindre. Donc ça a commencé avec très peu au début, j'étais tout seul, puis on était 2 ou 3. Et maintenant, mois après mois, année après année, l'Institut grandit parce que des scientifiques de très bon niveau acceptent de nous rejoindre et de travailler avec nous. Donc cette étape, c'est une étape, on va dire, permanente. La deuxième, ça a été évidemment la construction de l'Institut, donc qui s'est faite en 2008 à peu près, enfin entre 2006 et 2008. Avec un incendie, une reconstruction, donc on peut dire que l'Institut fonctionne depuis 2010. Aujourd'hui, les grandes avancées, elles sont à beaucoup de niveaux. Elles sont en biologie du développement, avec les perspectives de refaire pousser le nerf optique chez des patients qui l'ont perdu dans le glaucome, par exemple, à la suite de traumatismes, mais c'est encore quelque chose qui est à venir, même si la science avance dans ce domaine. Ce sont les cellules souches, avec la perspective des premiers essais cliniques pour le remplacement cellulaire dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a un écho. Il y a un écho.
fait Larsen. Voilà. Donc c'est aujourd'hui un essai thérapeutique en préparation sur la thérapie cellulaire, justement avec la FM Généton. C'est la thérapie génique avec plusieurs essais cliniques en cours et en particulier certains essais très prometteurs sur des maladies qui étaient incurables, qui étaient la raison pour laquelle je me suis investi dans la recherche. La rétine artificielle avec des résultats tout à fait étonnants et surtout la capacité qu'ont les patients de s'approprier ces outils et de récupérer une perception. Toute la stratégie autour du handicap qu'Emmanuel Gutmann va décrire dans un instant. Et j'en oublie parce qu'il y a toutes les approches pharmacologiques en particulier pour des nouveaux traitements. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'il ne s'agit pas d'une approche thérapeutique qui va tout régler, mais beaucoup de stratégies différentes, de médicaments, de nouvelles approches qui n'existaient pas il y a quelques années et auxquelles peu de gens croyaient. Et à partir de cela, je pense que, comme disait une citation que j'aime bien répéter, c'est Ramon y Cajal qui citait Geoffroy Saint-Hilaire, un biologiste français, en disant en biologie, c'est là qu'on peut lire le plus, l'infini est devant nous. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a quelques étapes qui montrent que le chemin est le bon, mais il est très long. Alors justement, avant d'arriver sur le futur, au niveau économique, est-ce qu'on peut dire que le financement de l'Institut est stabilisé? Il permet un rythme de croisière? Est-ce qu'il y a encore des enjeux clés? Quelle est la situation? Comment vous la ressentez? Il y a quelqu'un dans la salle qui est la secrétaire générale de l'Institut qui partage mes angoisses tous les jours. Non, c'est jamais stabilisé. Vous savez qu'on est dans un système extrêmement instable. En France, les sources de financement sont de plus en plus rares. Vous savez comment va l'État et les finances publiques. Donc nous sommes obligés de trouver à l'Europe, à l'international et avec les partenariats industriels les ressources pour faire fonctionner. Donc c'est chaque année, quand on a un an de visibilité sur les financements, nous sommes très contents. Surtout qu'évidemment, l'idée, ça n'est pas de gérer la pénurie, mais c'est de gérer la croissance. Donc il faut pouvoir investir, il faut pouvoir prendre des risques sur des nouveaux projets. Donc heureusement, il y a un peu de mécénat qui nous aide, mais c'est sans arrêt un équilibre précaire. Mais à mon avis, la précarité, c'est aussi un stimulant important pour avancer, puisque rien n'est acquis. Alors, on terminera sur une vision du futur. On sait que pour créer, pour innover, il faut avoir une vision, c'est marqué là, des espoirs fous qu'on a si tout se passe bien, comme dans un roman. Alors, si tout se passe bien, comme dans un roman, dans 10 ans, ça serait quoi les objectifs? Qu'est-ce qui serait super au niveau de, si vous avez quelques chiffres d'objectifs? L'objectif, c'est de soigner le plus possible d'aveugles, de malvoyants, donc d'aider au quotidien des millions de personnes et de développer, de faire en sorte que, par exemple, la rétine artificielle puisse être tellement sophistiquée, et c'est en cours pour être proposée à la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou à d'autres pathologies. L'objectif, c'est que la thérapie génique permette de traiter les causes des maladies et de pallier les conséquences. Mais l'objectif aussi, c'est qu'on puisse vraiment accompagner les personnes, parce qu'il y aura toujours des aveugles, il y aura toujours des personnes handicapées, et qu'on arrive à construire un vrai accompagnement des personnes pour qu'elles puissent eux-mêmes reprendre le relais. Donc aujourd'hui, avec les associations de patients, et avec une société qui soit non plus une société uniquement tournée vers une élite qui a parfaitement réussi dans tous les domaines, mais vers chacun, on puisse accompagner les personnes. Donc par exemple, quand on annonce un diagnostic, qu'on ait des propositions thérapeutiques le plus innovantes possible, et grâce à la recherche, ça devient envisageable. Mais si ça n'est pas encore possible, et même si c'est possible, l'exemple de la rétine artificielle en est un bon, on peut accompagner les personnes dans leur réhabilitation derrière. Donc c'est un parcours qu'il faut pouvoir construire. Bien, écoutez, merci beaucoup au professeur Sahel de cette belle aventure humaine auquel vous êtes associé, où on vous convie de s'associer. Belle dynamique. Voilà, écoute, je rends là. Et puis, merci de cette initiative. Je crois que c'est très, très belle initiative de rassembler des gens de milieux aussi différents, aussi bien patients, entre guillemets, personnes de mondes différents. Il faut mailler beaucoup de talents pour arriver à innover. Donc, c'est une très belle initiative de l'Institut de la Vision et très beau montage de Sachi, parce que c'est pas facile à monter. On le sait très bien. Donc, félicitations pour cette initiative. Merci.